Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live. Nous sommes au musée d'art et d'histoire du judaïsme dans le 3e arrondissement de Paris. Je m'appelle Pauline Forgue et ce matin, je vais vous faire découvrir la toute nouvelle exposition du musée. Elle s'appelle Elmar Lersky, pionnier de la lumière. Ce live, il va durer environ 45 minutes. N'hésitez pas tout au long de la visite à nous poser toutes vos questions. Nous allons tenter d'y répondre avec Paul Salmona. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur du musée et aussi le commissaire général de cette exposition. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi avoir choisi de consacrer une rétrospective à ce photographe. Alors, Elmar Lersky, c'est presque inconnu du public, mais c'est un photographe qui est très apprécié des photographes et des connaisseurs, des collectionneurs de photographie. Il se trouve que le musée a acquis, il y a 3 ans, une extraordinaire collection de 435 photos anciennes de Lersky, qui en fait le 2e fonds après le musée d'Essen en Allemagne. Et ça nous a intéressé de faire découvrir cette œuvre qui est une œuvre tout à fait singulière et qui en fait l'un des grands photographes du XXe siècle en fait. Alors on peut peut-être commencer par s'avancer et découvrir donc un des premiers travaux de ce photographe, la tête de Saint Jean-Baptiste. Oui, alors il faut peut-être resituer le contexte. En fait, Lersky naît à Strasbourg en 1871, qui vient de devenir allemand. Il émigre aux États-Unis à 20 ans. Il est acteur sur des scènes de théâtre allemand aux États-Unis jusque vers 1909, où là il devient photographe en autodidacte. Et à l'époque, il fait une photographie qu'on nomme pictorialiste, c'est-à-dire très influencée par la peinture, la gravure, et aussi très influencée par le théâtre. Là, cette tête de Saint Jean-Baptiste, elle évoque l'histoire de Saint Jean-Baptiste et de Salomé, la décapitation de Saint Jean-Baptiste, qui a eu beaucoup de succès sur les scènes théâtrales et qui a fait l'objet d'assez nombreux films muets. Et donc on est dans une photographie encore très théâtrale, si on peut dire, mais qui va évoluer très vite. Et puis en 1915, Lersky émigre, retourne en Allemagne, où il va devenir l'un des grands chefs opérateurs, l'un des grands spécialistes de la lumière pour le cinéma allemand, cinéma expressionniste. On a là notamment une esquisse du cabinet des figures de cire, d'une scène de tournage du cabinet des figures de cire, où on voit bien la complexité des dispositifs avec l'opérateur et ses assistants, et puis des techniciens qui éclairent à l'aide de grands miroirs la scène qui est sur cet échafaudage. Et ce sont là des techniques que Lersky va utiliser ensuite dans son œuvre de photographe. Alors il a été le chef opérateur d'une 50aine de films. Certains sont oubliés, voire perdus. Les plus connus sont notamment Opium, Nerven, dont on a une très très belle affiche ici, de Nerven de Robert Reinert. Le cabinet des figures de cire de Paul Leni, et puis Metropolis de Fritz Lang. Il est notamment le spécialiste en Allemagne d'un procédé qui s'appelle le procédé Schüftan, qui permet d'incruster sur des acteurs réels des décors qui sont des maquettes en fait, par un jeu de miroirs, un jeu un peu complexe, un procédé très sophistiqué. Alors les commandes de Lersky vont s'amenuiser avec la fin en quelque sorte du cinéma muet expressionniste, et il va revenir à la fin des années 20 à la photographie. Alors on peut peut-être s'intéresser à une de ses premières vraies séries. On a ici dans cette salle d'un côté des portraits d'intellectuels de l'époque qui sont très connus, vous allez nous en parler, et de l'autre côté on a des portraits d'anonymes que Elmar Lersky serait allé chercher dans la rue pour photographier. Tout à fait. Alors ça c'est effectivement des photos du milieu artistique et intellectuel berlinois de la fin des années 20. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se côtoie dans ce même monde à la fois Eleonora von Mendelssohn, qui est une actrice et qui est une descendante du grand philosophe juif des Lumières, Moses Mendelssohn, et puis le cinéaste, l'acteur et cinéaste qui va devenir l'un des grands, si j'ose dire, cinéastes du régime nazi, Veit Arlan, tout ça est dans les années 20 encore le même cercle. Des photos donc
en quelque sorte de ce milieu intellectuel et artistique. Et le début, de l'autre côté, la série Tête de tous les jours. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Lersky va devenir un grand photographe sériel. Hein. Il va beaucoup s'intéresser aux séries, ce qui est d'ailleurs une des marques de son originalité, de sa modernité. Et il va, à l'opposé de ce milieu d'acteurs, d'écrivains, d'artistes, s'intéresser aux gens du peuple et faire toute une série qui va intituler Tête de tous les jours. D'ailleurs, ça va être le seul livre de photographie de Lersky publié de son vivant. Hein. Et on voit... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la différence de la photographie qu'on va appeler la nouvelle objectivité, hein, une photographie qui va photographier les Allemands de l'époque de manière extrêmement neutre, Lersky, au contraire, les photographie d'une manière magnifiée, il les glorifie. Hein. Ce mendiant, par exemple, ressemble à un magnifique acteur hollywoodien. Hein. Et on ne sait pas que c'est un mendiant, si ce n'est vraiment le titre de l'œuvre qui nous en informe. On ne sait pas qui sont ces gens. Tout à fait. Alors, on n'a pas les noms et les prénoms. En revanche, on a les métiers. Hein. En quelque sorte, ils sont ce qu'on va appeler un idéal type, hein, on pourrait dire. Et on a déjà une des choses qui va être très caractéristique du style de Lersky, c'est-à-dire ces très gros plans où la lumière est incroyablement travaillée sur le visage, précisément par ce jeu de miroirs, de réflecteurs, des photos qui sont prises avec une chambre, donc une technique héritée du 19e. Hein. Une chambre, donc c'est une grosse boîte en bois dans laquelle on glisse, sur un trépied, dans laquelle on glisse des plaques photographiques. On sait, on le verra après, que Lersky va utiliser des plaques de très grand format, 24-30, hein, comme une feuille A4 en quelque sorte, et qui donnent une très grande précision, un très grand piqué à l'image. Hein. Donc toute une série de gens, entre guillemets, ordinaires, dont il va faire en quelque sorte des héros. Hein, voilà, des gens des têtes de tous les jours. Et très vite, donc il va avoir une première idée de réaliser un projet de livre de photos sur le thème qu'on voit ici, arabe et juif. Alors quel est ce projet? Est-ce qu'il va réussir à se concrétiser? Alors oui, en effet, dans l'Allemagne des années 20 et 30, avant même la prise du pouvoir par les nazis, se développe toute une idéologie qu'on va appeler völkisch, sur la glorification de la race aryenne et des Allemands comme archétype de la race aryenne. Je n'ai pas besoin de développer, hein, malheureusement tout le monde connaît. Et en réponse à ça, Lersky va vouloir publier un ouvrage qu'il intitulera dans un premier temps « Visage juif ». Il va commencer à Berlin en 1931 dans une maison de retraite avec des photos de vieux juifs polonais et tchèques. Et pour continuer ce projet, alors c'est un projet d'ailleurs qu'il élabore avec un éditeur français, hein, Charles Peignot, qui est l'éditeur de la célèbre revue Arts et Métiers Graphiques. On a même des documents publicitaires où il annonce la publication du livre, Visage juif. Et progressivement, alors en 1931, il va faire un premier voyage en Palestine pour continuer le projet avec d'autres modèles. Et progressivement, le projet va devenir un projet humaniste qui n'est plus visage juif, mais qui va s'intituler Arabe et juif. Hein, là, on voit une magnifique tête de bédouin photographiée en Palestine. Et toute cette série, hein, là, on a à nouveau affaire à une série, toute cette série mêle des juifs et des arabes dans un projet humaniste. Hein. Il ne s'agit plus de répondre à proprement parler à l'idéologie nazie telle qu'elle se déploie dans la photographie en Allemagne à cette époque-là. Il s'agit de rendre compte de l'humanité dans toute sa diversité, des jeunes, des vieux, des juifs, des arabes, des talmudistes et des pionniers dans les kibbutzim. Est-ce qu'il essaie de mettre en avant peut-être une figure un peu universelle de l'humanité? Oui. On a vraiment un peu tous les types, et là on a en quelque sorte l'archétype du pionnier qui vient construire le nouvel établissement juif dans la Palestine mandataire dans les années 30. Hein. Volontaire, déterminé. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvera ensuite dans les œuvres de commande pour les organisations sionistes. Il va beaucoup travailler pour les organisations sionistes. Peut-être on peut avancer un peu et regarder les plaques négatives parce qu'elles nous disent beaucoup de choses sur sa technique. Alors oui, alors comment est-ce qu'il travaille finalement? Quelle est sa particularité? Comment est-ce qu'il travaille avec la lumière pour mettre en valeur ses portraits? Alors ici, évidemment,
là, on a toute une série donc, de la série Arabe et Juif, hein, avec des tirages anciens ou des tirages modernes. Et là, on a une série de 6 plaques négatives qui sont des originaux, hein, qui appartiennent à la collection du musée, et où on voit la dimension, j'ai envie de dire colossale, puisque c'est plus grand que la réalité. Hein. Comme quand on dit d'une sculpture qu'elle est colossale, c'est qu'elle est plus grande que l'échelle 1. De ces personnages photographiés dans des conditions très particulières sur le toit de son atelier, son studio à Tel Aviv, au Dizengoff, avec une lumière très travaillée. Alors là, en négatif, on s'en rend évidemment moins bien compte. On s'en rend peut-être mieux compte ici, sur les tirages positifs modernes qu'on a fait réaliser à partir de ces négatifs, où il y a plusieurs sources de lumière. Alors évidemment, la Palestine et le soleil du Levant lui permettent de ne plus recourir à la lumière artificielle et de jouer avec des miroirs, hein, pour avoir plusieurs sources lumineuses qui créent un effet d'ombre et de lumière sur les visages. Hein. On en a d'assez beaux exemples ici. Oui, donc c'est un vrai travail sur la lumière à part entière, c'est vraiment sa spécificité à ce photographe. Oui, tout à fait, c'est vraiment quelqu'un qui sculpte avec la lumière et qui qui transforme la personnalité de ses modèles à travers la lumière. Hein. On va d'ailleurs en voir un exemple alors poussé jusqu'à son maximum avec la série Métamorphose par la lumière. Alors on va y venir justement, on va emprunter une série d'escaliers, je vous laisse aller devant moi. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes au musée d'art et d'histoire du judaïsme dans le 3e arrondissement de Paris. Ce matin, on vous présente la toute nouvelle exposition du musée. Elle s'appelle Elmar Lersky, pionnier de la lumière. Donc une histoire, une rétrospective de ce photographe. Et n'hésitez pas, nous sommes en direct, vous pouvez nous poser toutes vos questions et nous allons tâcher d'y répondre avec Paul Salmona qui nous fait visiter cette exposition. Tout de suite, on va maintenant se diriger vers une toute petite salle qui est petite quand même par sa taille, mais alors qu'il y a un vrai et très vaste projet derrière. Tout à fait. C'est la série que Lersky a intitulée Les Métamorphoses par la lumière. C'est ce qu'il considérera comme étant vraiment son chef-d'œuvre. C'est une série dont sont conservées 137 photos. Nous n'en montrons que 12 dans ce cabinet, entre guillemets. Il s'agit de 137 photos d'un même sujet. C'est un jeune ingénieur que Lersky rencontre à Tel Aviv et qu'il fait poser dans d'interminables séances sur le toit de son studio, qui vont chacune donner une physionomie, une atmosphère, une personnalité différente au sujet. Hein. Donc là, on est vraiment au sommet de son travail de série, en quelque sorte. Chaque photo présente en quelque sorte un personnage différent, une atmosphère ou une identité différente du sujet. Ça évoque un tout petit peu, par exemple, la série des têtes de caractère du grand sculpteur autrichien Franz Xaver Messerschmitt, par exemple. Hein. Et d'une certaine manière, ça anticipe des recherches très contemporaines de la photographie plasticienne. Hein. On passe ici d'une tête de Saint-Sébastien accablée dans la souffrance à une tête de héros hollywoodien ou de Bonaparte. Ou napoléonien, ouais. Voilà, c'est ça, hein, c'est Bonaparte traversant les Alpes, hein, quelque part, ce visage. Voilà, c'est une œuvre extrêmement singulière. C'est la seule partie de l'œuvre de Lersky qui a été montrée en France jusqu'à présent, hein, puisque c'est la première vraiment grande rétrospective. Mais le musée de Strasbourg, il y a quelques années, avait montré les métamorphoses par la lumière, pas le reste de l'œuvre. Voilà, alors évidemment, le fait qu'on soit dans un petit cabinet où il n'y a que ces 12 portraits, évidemment, donne une concentration particulière. Hein. C'est assez privilégié du point de vue muséographique. Alors rappelez-nous pourquoi est-ce qu'il a choisi cet anonyme plutôt qu'un autre? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Quel était l'objectif derrière sa démarche? Je crois que l'idée c'était clairement de montrer toutes les possibilités expressives de la lumière sur un sujet. Ce qui compte, c'est pas la morphologie, la physionomie du sujet, c'est ce qu'il est capable d'en faire à travers les angles de prise de vue, la variation des angles de prise de vue et la variation de l'éclairage et le travail sur l'éclairage. Hein. Si on regarde bien les photos, on se rend compte que dans des tas de cas, c'est un éclairage complètement improbable, où il y a toute une série de sources lumineuses différentes, soit obtenues par la lumière directe du soleil, soit obtenues par l'ombre portée, et puis avec des reflets obtenus avec des miroirs et des réflecteurs, qui sont cette technique qu'il a conservée du cinéma expressionniste.
Alors, je sais pas vous, mais en plus, j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a le nez, l'importance du nez dans ces photographies, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un des éléments du visage qu'il essaie de mettre particulièrement en valeur. Oui, c'est vrai. Alors, bon, il faut dire que le nez est au milieu du visage aussi, on pourrait dire, ou comme dirait la palisse, mais ce qu'on voit aussi, c'est d'une certaine manière, on ressent que ces séances n'ont pas été forcément des sinécures. Hein. Il devait faire assez chaud, le soleil est très fort, et on voit ce sujet qui transpire au soleil pendant ces longues séances de pause devant Lersky, dont on sait qu'il était installé avec cette chambre extrêmement volumineuse, où il fallait, où chaque photo était une photo unique. Hein. On n'est pas du tout dans des appareils de petit format où on peut faire des clichés à toute vitesse les uns après les autres. Alors on continue cette exposition, on va à nouveau prendre une série de marches. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Alors ce qui nous attend ensuite, c'est tout le travail en Palestine, en particulier pour des organisations sionistes, sans qu'on sache d'ailleurs forcément qui étaient les commanditaires. On le sait dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Il y a une première série extrêmement intéressante de photos dans les kibbutzim, si on emploie le pluriel hébreu. Et avant d'y aller, on peut peut-être faire un tour de ce côté-là, Oui. c'est ça? Alors, là, on a une commande dans les années 40 pour le Keren HaYesod, qui est le Fonds national de construction en terre d'Israël, qui lui commande une série de photos de soldats juifs engagés dans l'armée britannique et qui, en 1944, constitueront, donc ça c'est postérieur à la commande évidemment, ce qu'on va appeler la Brigade juive. Et c'est une série de photos qui ont été commandées à Lersky pour une exposition au musée d'art de Tel Aviv, une exposition de propagande, hein, disons-le, qui s'intitulait Fight and Work, combattre et travailler. C'est une exposition qui est assez bien documentée. Et ce qu'on sait d'ailleurs de cette exposition, c'est que les photos de Lersky ont été perçues comme étant des photos d'une très très grande qualité artistique qui détonnaient un peu dans ce contexte, entre guillemets, propagandiste. Hein, voilà. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on a affaire à des soldats qui sont très british, on pourrait dire, dans leur aspect. Et ce qui est très émouvant, très fort et très beau, j'ai envie de dire, c'est la détermination, l'orgueil, la volonté de ces hommes et de ces femmes qui vont se battre et qui sont complètement à l'opposé de clichés sur la résignation qui aurait été celle des Juifs pendant cette période-là. Hein. Là, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, on peut supposer que, et on sait d'ailleurs historiquement, que ces soldats qui vont être formés à la guerre constitueront les forces vives de la jeune armée du nouvel État d'Israël à partir de 1948. Hein. Voilà, alors on voit, hein, on a vraiment là des visages. Alors, une chose qu'on peut dire aussi, c'est que c'est très inhabituel comme photographie de soldats. Généralement, les photographies militaires sont faites en uniforme, en pied, avec une lumière très neutre, dans des postures très erratiques. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. On a affaire à des portraits en très 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 gros plan, toujours à la chambre. Hein, donc sur ces plaques de verre, c'est des photographies extrêmement posées, très éclairées, hein, avec cette lumière très contrastée, très expressionniste. Alors d'ailleurs expressionniste un peu après la lettre. Hein, l'expressionniste en quelque sorte, c'est un style des années 20 et où on voit ces hommes et ces femmes d'une grande détermination. C'est un ensemble extrêmement émouvant, cette série des soldats juifs. Alors on va continuer sur la suivante. J'en profite. Nous sommes donc en direct sur ce Facebook Live. Nous avons deux participants sur Internet qui se trouvent aussi en ce moment même dans le musée en train de faire l'exposition. Ce sont Quadra et Ferraro Vasiliaka qui nous disent bonjour, merci pour ce partage et j'y suis. Donc on voit bien qu'on a déjà quelques visiteurs en ce dimanche matin pour visiter cette toute nouvelle exposition. On va continuer, donc nous avons vu ici l'œuvre sioniste, donc qui correspond à son travail en Palestine, mais il y a aussi d'autres séries, encore une fois, qu'il a réalisées pendant cette période où il était installé en Palestine. Oui, alors on montre, mais on ne s'y arrêtera pas parce qu'évidemment la vidéo dans le Facebook Live, c'est pas optimal du point de vue de la qualité, mais un film très important et qui est probablement un des grands moments de l'histoire du futur cinéma israélien.
en tout cas du cinéma de ce qu'on appelle le Yishuv, donc le foyer national juif en Palestine mandataire, sous mandat britannique, jusqu'en 1948, qui s'appelle Avoda, labeur, et qui est notamment, dont les moments les plus forts sont le forage de ce puits et le fait d'arriver à faire venir l'eau, qui est évidemment un enjeu très fondamental pour l'agriculture du futur État d'Israël. Le thème des travailleurs, finalement, qui a l'air assez redondant dans son œuvre. Oui, tout à fait, ça revient de manière très régulière. Alors pourquoi ? Parce que précisément, le projet sioniste, c'est le projet de transformer, déjà d'accueillir les juifs de toute la diaspora, donc les juifs d'Europe en particulier, et en particulier ceux qui souffrent de persécution, mais au moment, pendant les années 30 et 40, c'est à peu près le cas partout, dans un endroit où ils puissent vivre dans leur propre pays. Et c'est un projet très marqué par les utopies de la fin du 19e, ou les utopies socialistes et communistes, et le kibbutz en quelque sorte, donc ces fermes collectives qui vont s'installer en Palestine, sont en quelque sorte le pivot du projet. Et donc Lersky va photographier ces pionniers, chalutzim en hébreu, qui vont construire et développer ces fermes collectives. Alors, on en a toute une série d'exemples. Donc là, on a le thème des pionniers, c'est ça ? Tout à fait, les pionniers. Donc ça va être des figures héroïques comme ce personnage qui sert pour l'affiche de l'exposition, des terrassiers, des maçons qui construisent ces implantations. Là, on a une très belle photo avec un marteau-piqueur, avec cette composition tout en diagonale et en contre-plongée qui est très inspirée par la photographie constructiviste, la photographie soviétique. Ce qui change un peu de ce qu'on a vu depuis le début de l'exposition, avec ces cadrages très serrés. Là, c'est un petit peu plus original, ça change un peu de ce qu'il faisait depuis le début. Tout à fait. Alors là, évidemment, il s'agit de rendre compte d'une réalité économique, sociale, politique. On n'est plus dans des portraits d'individus. Donc il change aussi de technique dans la mesure où on sait là qu'il va utiliser un Rolleiflex, donc des appareils beaucoup plus compacts que la chambre, mais il va garder, ça, on le voit bien dans cette image, il va garder cette technique d'éclairage de ces modèles, même avec le relais, d'éclairage de ces modèles avec différentes sources qui donnent ces photos très singulières, qui ne sont pas du tout des photos de reportage comme pouvait en faire à l'époque, je ne sais pas, Henri Cartier-Bresson, pour prendre un exemple très simple avec son Leica. Et c'est des photos très singulières qui vont d'ailleurs, pour autant qu'on le sache, pas totalement satisfaire ses commanditaires. Elles sont... Alors pour quelle raison ? Parce qu'elles ne correspondent pas tout à fait à l'idée qu'on se fait d'une illustration dans une brochure pour collecter des fonds ou pour appeler à adhérer à un mouvement, si vous voulez. On est dans une photographie qui est très singulière formellement. Et qui n'est pas bêtement illustrative, si vous voulez. On peut peut-être s'arrêter juste au-dessus, on a une citation. « Et je crois qu'aujourd'hui l'homme est l'élément le plus important. Nous ne voulons pas montrer l'homme banalisé et standardisé, mais observer avec bonté et estime, placé sous son vrai jour et rétabli dans sa beauté et sa dignité. » Là encore, c'est vraiment l'humanité qu'il cherche à montrer dans son universalité et dans sa beauté. Tout à fait. Une des caractéristiques de toutes les photos de Lersky, c'est vraiment la dignité de ces personnages. Alors, le paradoxe de cette phrase, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans le vrai jour. On est dans une lumière excessivement travaillée, précisément, et qui n'est pas une lumière artificielle. En Palestine, ils travaillent avec la lumière naturelle, mais ils travaillent avec des tas de sources différentes. On le voit très bien sur cette jeune arboricultrice dans un kibbutz. On voit bien qu'il y a la lumière du soleil à travers les feuilles de l'oranger, mais il y a aussi un miroir qui renvoie de la lumière sur le visage. Et puis alors ici, c'est encore plus singulier. On a de toute évidence deux sources lumineuses diagonales qui viennent de part et d'autre du visage en arrière, et le centre du visage qui est dans l'obscurité, ce qui d'ailleurs a pour effet de mettre en valeur le nez, vous le remarquez, et qui n'est pas du tout un portrait conventionnel, c'est un portrait très singulier, mais magnifique. Et concernant donc les techniques de travail, donc tout à l'heure on parlait de très gros instruments, et ici on voit qu'il va quand même innover, il va utiliser d'autres
d'autres outils pour photographier ces personnages. Tout à fait, parce que là, dans les kibbutzim, il est dans la position du reporter en quelque sorte. Alors même s'il continue à utiliser ces techniques d'éclairage avec des miroirs et des sources multiples, il a besoin de mobilité, de simplicité, de légèreté. Donc le relais, c'est un appareil relativement léger, compact. Et on voit là, on a toute une planche qui est dans la collection du musée de tirages contact, c'est-à-dire de tirages qui ont la taille du négatif, 6:6 en l'occurrence, qui sont les tirages que les photographes font, vous savez, après avoir fait la prise de vue, ils développent la pellicule et ensuite, parmi les 12 ou 24 ou 36 clichés différents d'une même pellicule, on va en choisir quelques-uns pour en faire des agrandissements. Et c'est très précieux parce que là, on sait qu'on a affaire à des tirages de Lersky. Mais enfin, toute la collection du musée, en fait, nous n'avons que des tirages, comme on dit maintenant, vintage, c'est-à-dire des tirages originaux dus à Lersky lui-même. Donc là, on continue avec toute une galerie de portraits de ces pionniers dans des tas de situations différentes. Là, on a évidemment une composition diagonale, là aussi très influencée par la photographie soviétique des années 20. La construction du port de Tel Aviv, et puis à nouveau un arboriculteur en train de tailler un arbre fruitier. Ça, c'est évidemment une grande figure très importante, puisque un des hauts faits de ces kibbutzim, ça a été de replanter la Palestine, et la replantation de la Palestine a été considérée évidemment comme quelque chose de très très important dans toute la diaspora. Donc ici encore un autre extrait de film. Donc il a encore contribué avec son travail de lumière, c'est ça? Oui, alors ça, en Palestine, entre 1932 et 1948, il va avoir aussi une activité importante de cinéaste. On l'a vu avec Avoda. Là, on le voit avec un court-métrage sur un grand violoniste virtuose qui s'appelle Andreas Weisgerber, qui fait toute une visite de Jérusalem, donc que Lersky suit dans Jérusalem et qui joue à la fin du court-métrage une mélodie hébraïque. Voilà. Et puis alors on sait aussi que dans sa commande pour Visage juif qui deviendra Arabes et juifs, on en a parlé tout à l'heure, Charles Peignot, son éditeur, lui avait demandé de faire aussi des paysages parce que uniquement des visages, si le livre n'avait contenu que des visages, il se serait mal vendu. Et donc on a toute une série de paysages de Palestine. Mais avant, là, vous vous arrêtiez à l'instant sur Les Enfants du Soleil, qui est un film qu'il a réalisé en 1940. Voilà, dont on montre qui est tourné dans le kibbutz Givat Brenner, et dont on montre des extraits. Parce que finalement, il y a une difficulté entre son propre travail artistique et la volonté qu'il soit publié, diffusé, qu'il réponde aux exigences des personnes qui voulaient mettre en valeur son travail. Oui, tout à fait. Et alors, il faut dire qu'il n'a pas simplifié la vie des uns et des autres pour sa notoriété et sa gloire posthume, parce que c'est un artiste qui a la bougeotte, qui va vivre aux États-Unis, puis qui va revenir en Allemagne, puis qui va partir en Palestine, puis qui va revenir en Suisse en 1948. Ça complique un peu les choses. Et de fait, on disait tout à l'heure, de son vivant, il y a un seul livre qui est publié, c'est Tête de tous les jours. Il y a un autre livre qui sera publié après sa mort par sa veuve, mais en République démocratique allemande, donc en Allemagne de l'Est, qui s'intitule L'homme mon frère, et qui va faire d'ailleurs d'une certaine manière, qui va être un peu capté par le bloc soviétique, qui va devenir un cinéaste plutôt plus emblématique d'une esthétique du monde socialiste en quelque sorte, ce qui ne va pas favoriser non plus sa notoriété sa notoriété d'une manière générale comme photographe du XXe siècle. Là, on a quand même une très très belle photo du mur des lamentations dans les années 30, qui est une photo magnifique. Mais évidemment là, ces paysages et ces monuments de Palestine, ces photos probablement prises pour le projet de livre avec Peignot, sont des photos dont on a d'autres exemples par d'autres photographes, parce que ça faisait partie, comment dire, en quelque sorte des lieux incontournables, Capharnaüm, le mur des lamentations, etc. Pardon, je vous en prie, je vous en prie. Les visiteurs ont la primeur dans l'exposition. Voilà. Là, on a une série de portraits
de Lersky, probablement au moment où il s'installe en Palestine, et puis donc en 31-32, il a une soixantaine d'années, et probablement juste avant ou juste après son départ en mars 48. Cette date est une date très intrigante parce qu'en fait il part quelques semaines avant l'indépendance de l'État d'Israël, et on peut s'interroger sur pourquoi cet homme qui vit depuis 16 ans en Palestine et a consacré tellement d'œuvres à ce qu'est la construction du futur État d'Israël, qui va aussi collaborer avec la Histadrout, donc le syndicat des travailleurs juifs palestiniens, à la création d'un atelier de réalisation de cinéma et de formation de jeunes cinéastes, dans lequel vont se faire toute une série de courts-métrages par quelques semaines avant l'indépendance. Alors l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il est assez âgé, il a 77 ans en 48, et le climat, les hostilités, le climat général l'inquiète, l'angoisse, et donc il rentre à Zurich à ce moment-là. Alors là, on rentre dans la dernière salle de cette exposition où on a plusieurs facettes de son travail qui montrent un peu peut-être l'aboutissement aussi de sa démarche. On peut peut-être d'abord se tourner vers ses marionnettes, donc des photographies de marionnettes. Et là, on dirait finalement qu'il a tenté de rendre animés des objets inanimés, si on peut dire les choses comme ça. Tout à fait, oui, très jolie formule. Oui, ça c'est un travail de collaboration avec un de ses amis qui est un marionnettiste qui s'appelle Paul Levy, pour un spectacle autour de Balaam et son ânesse. Et on a à la fois un film et des très gros plans de marionnettes qui sont là aussi éclairés de manière très expressionniste, très, très fortement éclairés, et qui prennent vie en quelque sorte sous nos yeux, hein, avec cet éclairage très, 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 très contrasté. C'est parmi ses derniers travaux en Palestine, entre 45 et 47. Alors cette première série, on en a une deuxième juste de l'autre côté, cette fois-ci. Il a un très beau portrait de Paul Levy de profil. Il y a vraiment une tête, on peut le dire. Et un nez. Et un nez, oui. Autre série, cette fois-ci sur les mains. Qu'est-ce qui l'intéressait tant dans ces portraits encore au cadrage très serré qui conservent des mains dont on ne sait pas à qui elles appartiennent? En effet, mais on connaît quand même on sait à quelle profession elles appartiennent. Alors il y a toute une série de mains là, qui évoquent parmi les recherches les plus avant-gardistes de la photo du XXe siècle. Hein. On pense notamment, je sais pas, à Man Ray, des mains de cinéastes, des mains d'architectes en train de dessiner, des mains de dessinateurs. Là, on a manifestement affaire à un dessinateur extrêmement réaliste, d'un grand talent. Des mains photographiées uniquement pour leur qualité formelle, donc des expérimentations formelles. Oui, parce que là, on les voyait au travail. Là, sur ces trois suivantes, finalement, c'est vraiment juste pour l'esthétique là qu'elles sont photographiées. Absolument. Mais bon, qui sont peut-être parmi les plus belles photos qu'on puisse imaginer. Donc ces trois-là sont sans lien avec un métier particulier. Puis ensuite, on reprend toute une série de mains de travailleurs. Voilà, un tailleur de pierre, un ferronnier peut-être, ou un charpentier. À nouveau, un arboriculteur, enfin, toute une série de métiers. Mais manifestement, ce qui intéresse Lersky, c'est ce travail de composition autour de l'esthétique de la main, avec, comme toujours chez lui, un gros plan très marqué, et puis des effets d'ombre et de lumière, et des effets de relief sur la main qui sont produits grâce à l'éclairage. Et pourtant, vers la fin, on se tourne quand même vers un travail qui va être de plus en plus de l'ordre de l'abstraction. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les dernières séries, probablement à la croisée, disons, de recherches formelles que Lersky peut avoir, mais aussi peut-être d'un manque de matériel. Est-ce qu'en 48, en Palestine, la situation fait qu'il n'a plus accès à ces grandes plaques, 24-30 qui sont ce que l'industrie produit de plus grand comme négatif. Hein. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est 100 fois plus grand qu'un négatif de 24-36. Hein, il faut imaginer. C'est énorme. C'est énorme en fait. Hein. Lersky utilise des pellicules conventionnelles, hein, de 6-6 ou de 24-36, 6-6 plutôt, et il reprend des détails de mains comme ce qu'on a là, qui deviennent quasiment des paysages. Hein.
en très très gros plan. Et puis il va aller jusqu'à refotographier ces grandes plaques négatives pour en faire des détails du visage, d'une série qui va s'intituler Paysage du visage. Et où là, manifestement, c'est aussi une recherche formelle qui d'ailleurs anticipe, on peut dire d'une certaine manière, les recherches les plus audacieuses de la photographie plasticienne contemporaine. Hein. Sachant qu'ici, on ne sait pratiquement plus de quelle partie alors, du visage, même du corps dont il s'agit. Les gros plans sont tellement serrés finalement. Par exemple, sur celui-ci juste à côté sur la droite, moi j'ai l'impression de voir de la peau d'éléphant, ou en tout cas, on n'a presque pas l'impression que c'est une partie du corps humain. Oui, tout à fait. Ou la photographie d'à côté, où on dirait un œil de cheval, hein. En réalité c'est un œil humain. Ou celle de gauche, où en décryptant, en laissant l'œil se poser sur l'image, au bout d'un moment, on finit par identifier la moustache et un morceau de nez, une paupière, et on réalise qu'on a affaire à un visage. Et enfin, donc, ces derniers négatifs qui représentent encore une fois ces très gros agrandissements et qui sont un peu l'aboutissement du travail du photographe. Oui, tout à fait. Là, on voit la technique qui est la sienne parmi ces dernières photos, c'est-à-dire qu'il photographie avec son Rolleiflex en 6.6, des plaques négatives, et donc un négatif plus un négatif, ça donne un positif, et ça va donner cette série de diapositives positives, donc, qu'il va d'ailleurs utiliser dans des projections publiques, où il va montrer ses photos les unes après les autres. Et là, on voit des détails du visage d'une manière très très particulière. Hein. Des nez, des bouches, des yeux, des lunettes, des rides, un menton. C'est vraiment une approche très, très singulière. Avant de se quitter, on va peut-être dire un mot du catalogue de votre exposition. Oui, l'exposition a donné lieu à un très beau catalogue qui a d'ailleurs pratiquement la taille des plaques négatives prises avec les... C'était fait exprès. Absolument. Pas tout à fait quand même, mais prises avec la chambre que Lersky utilisait, qui est un catalogue qu'on a coédité avec Gallimard, qui est une très magnifique qualité de reproduction et qui est une première... pour la découverte de Lersky en France, puisque jusqu'à présent, c'est la première rétrospective et c'est la première fois qu'un ouvrage en français évoque l'œuvre dans sa totalité, y compris d'ailleurs l'œuvre cinématographique. Bien, merci Paul Salmona pour cette visite. Merci Pauline. C'est la fin de ce Facebook Live. Merci pour vos participations. Vous avez été plusieurs à nous suivre pendant cette visite. Je vous rappelle que nous venons de vous présenter la nouvelle exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Elle s'appelle Elmar Lersky, pionnier de la lumière. Elle se termine, si je ne dis pas de bêtises, le dimanche 26 août. 26 août, oui, donc tout l'été. Donc c'est encore seulement les premiers jours, mais n'hésitez pas déjà à aller y faire un tour. Et on vous laisse avec cette très belle photographie qui a été agrandie, où on voit la silhouette du photographe à l'intérieur d'un œil photographié. C'est un autoportrait involontaire de Lersky.